et 26 ans. Elle en a 48. Je suis un simple plombier venu réparer une fuite dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. Ce que j'ai découvert dans ces murs n'était pas de l'eau, mais le secret qui pourrait faire couler sa fortune et noyer son nom. Notre attirance est aussi interdite qu'imprévisible. Elle pourrait tout sauver ou tout détruire. L'appel est arrivé un lundi matin pluvieux de novembre. La voix au téléphone était calme, cultivée, mais trahissait une urgence contenue. C'est une situation délicate. Les dégâts des eaux menacent des pièces de valeur. Il faut quelqu'un de discret. Je m'appelle Kevin, 26 ans, les mains calleuses et le dos solide, héritier d'une petite entreprise de plomberie familiale dans le 20e. Je me suis spécialisé dans le patrimoine ancien, un niche où la patience compte plus que la force. L'adresse donnée m'a fait siffler d'étonnement. Une rue discrète et arborée du 16e, derrière l'avenue Foch. L'univers des gens pour qui l'argent n'a pas d'odeur. Sauf quand les tuyaux pourrissent. La femme qui m'a ouvert la porte portait son deuil, comme une seconde peau. Sophie de Montclair. 48 ans, veuve depuis 2 ans de l'industriel Charles de Montclair. Les journaux People en avaient parlé. Sa photo ne rendait pas justice à la vulnérabilité glaciale de son regard. Elle était vêtue d'un pantalon en lin et d'un pull en cachemire, une simplicité qui coûtait plus que mon camion. Ses cheveux, d'un châtain doré, étaient relevés négligemment, mais chaque mèche semblait à sa place. « Monsieur Lenoir, entrez. Dépêchez-vous, c'est par ici. » Sa voix était un murmure rauque. Elle m'a conduit à travers un hall aux moulures dorées, sous le regard sévère de portraits d'ancêtres, jusqu'à une bibliothèque qui sentait le cuir vieux et l'humidité. Une tache sombre déformait le plafond à caissons et un filet d'eau perlait le long d'une étagère remplie de livres anciens. « C'est là-haut », a-t-elle dit, pointant le plafond du doigt. La salle de bain de la chambre bleue. Mais les dégâts, ils semblent venir de plus loin. Des murs. Les jours suivants, je suis devenu un fantôme dans la maison. J'ai passé mon temps dans les entrailles de l'hôtel particulier, les combles poussiéreux, la cave voûtée, les interminables couloirs de service. Sophie m'observait, silencieuse, apportant parfois un café dans une tasse en porcelaine fine qui tremblait légèrement dans sa main. Un soir, alors que je traquais une canalisation fuyarde dans un mur de la bibliothèque, ma perceuse a buté sur quelque chose de dur et de métallique. Pas un tuyau, une boîte. Une boîte en fer, scellée, cachée dans la maçonnerie. Qu'est-ce que c'est? Sa voix, juste derrière moi, m'a fait sursauter. Elle était pâle. J'ai sorti la boîte, rouillée et lourde. Elle a refusé que je l'ouvre là. « Pas ici, venez. » Nous nous sommes retirés dans son petit salon, une pièce intime aux rideaux tirés. À l'intérieur de la boîte, sous des liasses de lettres jaunies, il y avait un carnet. Et dans ce carnet, l'écriture nerveuse de Charles de Montclair détaillait des transactions. Pas des transactions d'affaires, des extorsions, des chantages, des pots de vin à des hommes politiques, et des preuves soigneusement listées. Sophie a reculé comme si la boîte était brûlante. Mon Dieu, Charles, il m'avait dit... Il disait toujours que pour garder ce train de vie, il fallait parfois fermer les yeux, mais pas à ce point. Le secret n'était pas une dette, c'était un crime. Et ce crime avait des héritiers bien vivants. Le premier avertissement est arrivé sous la forme d'une pierre lancée à travers la vitre du salon, enveloppée dans un message. « Rends ce qui ne t'appartient pas. »
Sophie a paniqué. C'est son associé, a-t-elle avoué, terrassée. Laurent Mercier. Charles lui devait tout. C'est lui qui gérait les affaires obscures. Il pense que Charles a gardé des preuves contre lui. Il veut la boîte. Mercier. Un nom qui traînait dans les pages économiques des journaux. Un requin aux dents longues. Il s'est pointé en personne quelques jours plus tard, alors que je testais la pression des nouveaux tuyaux. Un homme dans la cinquantaine, l'élégance agressive, le regard d'un faucon. Il a ignoré mon bleu de travail comme s'il était invisible. Sophie, ma chère, tu as l'air fatiguée. Cette maison est trop lourde pour toi. Laisse-moi t'en soulager. Vends-moi tes parts dans l'entreprise de Charles. Une bouchée de pain. Et tout ce désagrément s'arrêtera. Après son départ, elle s'est effondrée. C'est moi qui l'ai retenue. Pour la première fois, nos corps se sont touchés autrement que par accident. Elle sentait le parfum discret et le vieux papier. Moi, la sueur et le métal. L'écart était abyssal. Et pourtant, dans ce hall sombre, il n'existait plus. « Pourquoi restez-vous » a-t-elle chuchoté contre ma poitrine. « Parce que la fuite n'est pas encore réparée, Madame de Montclair. » Notre histoire est née la nuit. Dans la cave, à la lueur d'une lampe torche, alors que nous cherchions un endroit plus sûr pour cacher la boîte. La peur était un aphrodisiaque étrange. La tension accumulée a cédé d'un coup. Ce fut elle qui a fait le premier pas. Un doigt effleurant ma joue, salie de plâtre. « Vous avez une tache », avait-elle murmuré. Puis sa main est restée là. Nos regards se sont accrochés dans la pénombre, parmi les tuyaux et les vieilles bouteilles de vin. Le premier baiser fut un choc. Un mélange de goûts impossibles, le luxe de son rouge à lèvres et l'amertume de la poussière. C'était interdit, fou, socialement inconcevable. Mais sous les fondations de cette maison pourrie de secrets, les conventions n'avaient plus cours. Je suis un plombier, Sophie. Et je suis une veuve perdue, Kevin. Ce soir, nous ne sommes que ça. Mercier est devenu plus pressant. Des hommes ont rôdé autour de la maison. Un incendie suspect s'est déclaré dans le pavillon du jardinier. La police, visiblement sous influence, a classé l'affaire sans suite. Sophie voulait fuir, tout abandonner. Je l'en ai empêchée. Par amour, mais aussi par colère. La colère de l'artisan qu'on méprise. La colère de l'homme du peuple face à l'arrogance des nantis pourris. On ne va pas lui donner satisfaction, ai-je dit en étalant les documents de la boîte sur la grande table de la cuisine. On va utiliser son arme contre lui. Mon idée était simple, brutale, et venait de mon monde, pas du sien. Le chantage marche dans les deux sens. Nous avions les preuves des crimes de Mercier. Plutôt que de les cacher, il fallait les rendre publics, mais pas n'importe comment, de façon à le contrôler. J'ai utilisé mes contacts, pas ceux du 16e, ceux du 20e. Un ancien camarade de lycée devenu journaliste d'investigation à Mediapart. Un autre, spécialiste en sécurité informatique. Nous avons numérisé, trié, anonymisé les documents. Nous en avons gardé une partie cruciale, la plus explosive, en lieu sûr. Puis, j'ai demandé une rencontre à Mercier. Pas chez Sophie. Dans un café populaire de mon quartier. Il est venu, dédaigneux, sûr de lui. « Alors, le plombier veut négocier » a-t-il ricané. « Non » ai-je répondu calmement en posant une clé USB sur la table. « Je veux vous présenter un ami. C'est un journaliste. Il aime beaucoup les histoires d'argent sale et de politique. Cette clé contient 30% de ce que nous avons. Si un malheur arrive à Madame de Montclair ou à moi, les 70% restants
seront publiés. Si vous vous retirez, lui donnez un prix juste pour ses parts et la laissez tranquille, tout disparaîtra. » Son visage est passé du mépris à la fureur, puis à une pâleur cireuse. Il avait compris. Le plombier venait de lui boucher tous les tuyaux. Mercier a cédé. Contre une somme qui a permis à Sophie de rembourser les dettes réelles de son mari et de garder la maison, il a récupéré ses parts et a signé un accord de confidentialité musclé. La bataille était gagnée. La guerre sociale, elle, était plus complexe. Notre amour devait sortir des murs humides de la maison. Sophie a dû affronter les regards de son monde, les amis choqués, les colibets à peine voilés. Elle a épousé son plombier. Quelle déchéance! Il doit être bon, ce petit, dans d'autres tuyaux. Moi, j'ai dû affronter l'incrédulité de ma famille, la jalousie des copains, le sentiment constant d'être un intrus dans un musée. Un soir, épuisés, nous nous sommes assis sur les marches de l'escalier de service, les seuls où je me sentais vraiment à ma place. « Tu regrettes ?» ai-je demandé. Elle a pris ma main, calleuse, dans les siennes, douce. Je n'ai jamais respiré aussi librement. Ces mains-là m'ont construit un refuge plus solide que tout l'or de Charles. Nous n'avons pas fui. Nous avons transformé. J'ai utilisé mon savoir-faire, pas pour cacher les fuites, mais pour créer. Nous avons ouvert une fondation dans l'hôtel particulier, dédiée à la formation au métier de l'artisanat du patrimoine. La Fondation Montclair-Lenoir. Le rez-de-chaussée est devenu un espace d'exposition et d'atelier. Les chambres d'amis, des logements pour des apprentis venus de tout le pays. La grande salle à manger accueille désormais des dîners de collecte de fonds où les milliardaires côtoient les meilleurs compagnons plombiers, ébénistes, tailleurs de pierre. Sophie a vendu les bijoux qui lui rappelaient son ancienne vie pour financer les premiers projets. Moi, j'ai appris à porter un costume sans me sentir déguisé et à parler en public sans rougir pour défendre nos apprentis. Ce matin, je suis revenu de chez un fournisseur, mon camion garé sans complexe dans la cour. Sophie était dans l'atelier, un tablier par-dessus une robe simple, en train d'expliquer les joints au plomb à une jeune fille passionnée. Elle m'a vu, et son sourire a illuminé la pièce plus que le lustre en cristal. À 26 ans, je n'aurais jamais imaginé que mon destin se jouerait dans les canalisations d'un palace. À 48 ans, elle ne pensait plus que l'amour et la rédemption puissent couler dans des tuyaux. Mais notre histoire, comme l'eau, a trouvé son chemin. Elle a lessivé les secrets, a fait rouiller les chaînes du passé et a fini par alimenter quelque chose de neuf, de propre, de fort. Une maison, une fondation, une famille qui se construit, non pas sur l'or, mais sur la vérité, le travail, et cet amour improbable qui a su colmater toutes les brèches.